Bonjour à tous. Maître Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Omerta. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes un avocat assez médiatique et nous avons invité aujourd'hui pour que vous nous fassiez le point sur un combat qui vous est cher, celui qui vous voit assister et défendre les habitants du sympathique village de Belabre dans l'Indre, dans le sud de l'Indre, près d'Argenton-sur-Creuse. Alors, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la genèse de cette affaire qui devient une affaire nationale puisque nos confrères de C8 et l'émission de M. Hanouna en a parlé la semaine dernière. Je crois que c'était un des records d'audience de la chaîne. Tout à fait. Alors Belabre, déjà peut-être situé un petit peu, vous l'avez rappelé, je crois, Belabre est situé non loin d'Argenton-sur-Creuse, mais hormis pour les Berrichons dont je suis, Argenton-sur-Creuse ne dit peut-être pas grand-chose. Alors, Belabre, c'est donc dans l'Indre. L'Indre, c'est le centre de la France. On est vraiment au sud de la région centre, pour vous situer un petit peu administrativement, dans le Berry, pour parler plus concrètement. Entre Orléans et Limoges. C'est très large, mais c'est un peu comme ça qu'on peut situer entre la Sologne et le Limousin. Pour les gens qui ne vivent qu'entre Paris et dans le sud. Bref, donc nous sommes dans un village de 900 âmes, et ce village de 900 âmes, pour vous situer, c'est un village qui est loin de tout, en réalité, qui est loin de tout bassin d'emploi, qui est loin de toute gare. La gare la plus proche est à 40 minutes, c'est la gare d'Argenton-sur-Creuse. 30 minutes, c'est la gare d'Argenton-sur-Creuse. Il n'y a pas de bus pour aller à Belabre, à ma connaissance. On n'est pas en tout cas sur des lignes de bus régulières, peut-être exceptionnelles. Bref, on est dans un village enclavé. Un village magnifique, vraiment, typique de la vallée de l'Anglin, typique du sud Berry. Et il se trouve qu'effectivement, dans ce village, il y a maintenant 1 an, le maire de ce village a décidé d'installer en catimini, je dis bien en catimini, un centre d'accueil pour migrants, aussi appelé sur un terme administratif un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. L'origine de cette histoire, si vous voulez, c'est que on aurait très bien pu ne pas avoir de mobilisation, ne pas en parler. Est-ce qu'on peut déjà, comme c'est le cas pour plein d'autres villages. Est-ce qu'on peut déjà savoir s'il l'a fait par conviction politique personnelle, par bêtise ou puisque ce serait un moyen de toucher des subventions pour son village? Alors, sur cette troisième possibilité, sur les subventions, je ne sais pas, j'imagine, là je ne suis pas spécialiste en public, mais j'imagine qu'effectivement, quand on accueille des CADA, on peut être éligible à certaines aides, mais je pense qu'ici, le principal, c'est que le maire, alors je ne l'ai jamais rencontré, hein, moi je l'ai vu de loin, je veux dire, à travers les interviews. De toute façon, le maire n'a pas voulu rencontrer l'opposition à Belabre. Mais je pense que c'est avant tout pour des questions idéologiques. Je pense qu'il y a, dans une partie de la France, malheureusement, il faut se regarder aussi en face, dans une partie de notre pays, il y a vraiment des gens qui se voilent la face sur les questions migratoires, qui ne sont pas au contact. Et typiquement, ces gens-là, si vous voulez, maintenant, c'est de plus en plus difficile de ne pas se frotter à la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris l'enjeu que c'est. Ce qui est surprenant, c'est qu'en général, les élus sont surtout préoccupés de leur réélection et que ce type de décision devrait quand même déclencher chez eux la crainte de créer une fracture et pourquoi pas d'être poussé dehors au prochain scrutin. Vous parliez de bêtises tout à l'heure, Jérôme. Bêtises politiques. Mais en l'occurrence, voilà, ça c'est une bêtise politique, mais c'est certain. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est quoi le bilan pour le maire de Belabre, pour Belabre, depuis l'annonce de ce CADA? C'est, je crois, à peu près 6 manifestations dans un village de 900 habitants qui réunissent à chaque fois entre 150 et 300 personnes. Ce sont des retombées de presse tous les mois. On parle tous les mois de Belabre, même quand il n'y a pas de mobilisation. C'est un village fracturé. Vous avez des familles qui sont fracturées. Vous avez des gens dans la même famille qui ne se parlent plus, parce qu'il y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre. Vous avez un maire qui a du mal à sortir dans la rue pour tout simplement, sans être interpellé par ses concitoyens. On l'a vu dans le reportage de vos confrères de la chaîne parlementaire sur Belabre. Donc on voit une sorte d'affaire de Dreyfus locale. Ah, c'est une affaire. Ah, mais vraiment, c'est une affaire qui marque le village. Ça, c'est certain, et ça va marquer le village de Belabre pendant longtemps. Le maire a voulu diviser ici sa commune. En fait, le vrai sujet, c'est quoi? C'est au-delà de la question d'installer un centre de migrants, c'est que le maire est passé par une décision du conseil municipal. De toute manière, il est obligé. Mais il n'est pas passé par une consultation de ses concitoyens.
Et je vais vous dire une chose, je vous disais tout à l'heure que c'est une affaire de hasard un petit peu. Parce qu'en réalité, il y a plein d'autres villages. J'ai appris, par exemple, il y a quelques semaines, que dans le Berry, toujours, à quelques lieues, à 2-3 villages de Belabre, un nouveau centre de migrants va être installé dans une petite commune de quelques centaines d'habitants. Je crois que c'est Concrémier. Concrémier. Concrémier, je ne me souviens plus exactement du nom. Si. Donc si vous voulez, mais... À côté du Blanc. Mais encore une fois, oui, c'est ça, à côté du Blanc. Mais encore une fois, tout ça aurait pu passer inaperçu. Pourquoi ce n'est pas passé inaperçu? C'est la force des réseaux sociaux, c'est la force des mobilisations. C'est-à-dire que moi, il se trouve qu'au départ, j'alertais sur Twitter sur un centre de migrants, mais qui s'installait à Bessenac, un peu plus au sud. Dans le Limousin. Pardon ? Dans le Limousin. Voilà, dans le Limousin, pour dire. Et il se trouve qu'il y a une dame qui a commenté sous mon tweet, où j'avais des centaines de réponses, en disant « Vous savez, à Belabre, notre maire va installer un centre pour migrants. » Et en fait, moi, j'ai repéré ce tweet, parce que le mot Belabre, je connais Belabre. Moi, je viens, alors, c'est la raison aussi pour laquelle je me suis engagé. Mes parents sont d'Argenton-sur-Creuse, mes grands-parents d'Argenton-sur-Creuse. J'ai même grandi une partie de mon enfance à Argenton-sur-Creuse, et c'est à quelques kilomètres de Belabre. Et le village voisin même de Belabre, qui est Oulch, ma grande-tante y est née et y est décédée. Donc c'est un endroit qui m'est familier. Et quand j'ai entendu qu'effectivement à Belabre, on allait installer un centre pour migrants, j'ai tout de suite demandé des informations, j'ai appelé cette dame, et après, j'ai fait un long résumé sur Twitter qui a été beaucoup suivi. Et de là, on s'est organisé. Ce sont les Belabrais qui se sont organisés en voyant et en étant informés de tout ça pour des mobilisations. Et je vous raconte juste une anecdote. C'était très émouvant pour moi, j'étais très touché parce que la première fois qu'il y a eu une manifestation à Belabre, donc je dis Belabre, il faut quand même se situer, 30-40 minutes de train, depuis la station de train la plus proche qui est Argenton-sur-Creuse, on est dans l'Indre, on me dit il y a une mobilisation, une manifestation à 9h30 le matin, un samedi. Je me dis j'y vais. Honnêtement, je m'attendais à voir 50-60 personnes, surtout qu'en plus, peut-être parce qu'on vit encore un petit peu dans les années 80 à ce moment-là, on se dit le thème migratoire, ça fait peur aux gens. J'avais publié les photos à ce moment-là sur mon compte Twitter. Quand je suis arrivé, il y avait au moins, et c'était au début, au moins 200 personnes dans un petit village. Ça veut dire que c'était que des locaux, au moins 200 personnes. Et c'était très émouvant parce qu'en fait, on voyait et c'est ça ce qui fascine en plus dans ce village, c'est ce qui fascine les médias, c'est que ce ne sont pas des politiques, ce ne sont pas des gens qui sortent d'habitude dans la rue pour des questions politiques. Ce n'est pas des militants. C'est des gens qui sont sortis de leur maison parce que la politique est venue à eux, parce qu'on leur a imposé un centre de migrants. Et ces gens n'ont eu de cesse, et ils n'ont de cesse, que de réclamer un peu de démocratie, c'est-à-dire de dire, mais demandez-nous notre avis, quoi. C'est-à-dire que si, je termine là-dessus, si le village s'était prononcé par un référendum local, de manière positive pour l'accueil de ce centre migrant, moi, même si je reste opposé à ça, je pense que je ne serais pas allé autant au front, si vous voulez, parce qu'au moins, on serait face à une décision souveraine. Oui, ce qui est fou, c'est que... Ah non, le maire a refusé systématiquement, malgré, je termine, une pétition de l'association l'Union Bellabresse, qui est celle qui conduit l'opposition avec à sa tête Ludivine Facio, malgré une pétition qui a réuni, je crois, entre 300 et 400 signatures dans un village de 900 habitants. Et encore une fois, on compte que les majeurs. Donc c'est vous dire qu'il y a un sujet démocratique. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des enquêtes publiques sur le moindre petit sujet environnemental qui obligent d'ailleurs les mairies à faire de la paperasse souvent inutile. Mais là, on a l'impression que pour une décision qui engage quand même l'avenir de ce village, le maire refuse ce débat. Pour préciser, combien y aurait-il de places de migrants pour qu'on voit... 38. Alors, 38. C'est sur le papier. Sur le papier. Parce qu'encore une fois, c'est toujours pareil. On nous dit c'est 38 au départ. Alors, juste expliquer où est-ce qu'ils vont être logés et un peu comment est-ce que ça passe. Donc, Belabre, c'est un petit village, je l'ai dit, de 900 habitants. Vous avez une place centrale avec l'église. Et à quelques mètres de l'église, vous avez une ancienne chemiserie qui avait été réaménagée depuis quelques années pour en faire une salle de tir à l'arc. J'avais visité un petit peu à l'intérieur. Enfin, c'était voilà, c'était vraiment pour les Bélabrais, pour faire un peu de sport, mais le bâtiment était de plus en plus en voie de désaffection. Et d'ailleurs, il va devoir être réaffecté, remis aux normes. Ces migrants, ces 38 migrants, on est dans une impasse, vont être logés dans cette ancienne chemiserie, qui suppose effectivement un certain nombre de travaux.
dans des chambres qui ne seront pas très grandes. Je ne me souviens plus exactement, je ne veux pas dire de bêtises, mais on va les loger dans des tout petits espaces. Moi, la question que j'ai envie de me poser, pardon, il faut vraiment la poser, c'est, mais d'après vous, que vont faire 38 personnes qui ne manient même pas notre langue dans un village perdu au centre de la France, où il n'y a qu'un seul petit commerce, un Vival, un seul café, pas de bus, pas de fast-food, pas de cinéma, pas de train. Que vont faire ces gens? C'est la question que je voulais vous poser. Anecdote personnelle, mais c'est très bien que ça tourne à la conversation. J'avais suivi les élections locales en Midi-Pyrénées, en Occitanie, et j'avais été frappé, que ce soit à Cahors ou à Millau, déjà de voir que les migrants qui y étaient accueillis étaient complètement désœuvrés, n'avaient rien à faire. Donc j'imagine d'autant plus, quand dans une préfecture ou une sous-préfecture, déjà, ces gens-là se demandent ce qu'ils font là. Dans un village, je connais comme vous bien les petits villages de la France rurale, vraiment, ça va être lunaire. Ah mais, je n'ose pas utiliser le terme folklorique, mais là, j'étais uniquement sur un plan pratique, c'est-à-dire concrètement. Mais d'ailleurs, pour les migrants eux-mêmes, en fait, c'est les condamner à une certaine peine de prison, sans véhicule, vous vous rendez compte, déjà, on prend les campagnes pour des hangars à migrants, concrètement. Il y a peut-être un rapport avec les Jeux Olympiques. Bon, je dis ça au passage. Deuxièmement, vous voyez, c'est une vision très, très utilitariste en fait, des individus. Si vous êtes arrivé sur un territoire, on va vous mettre dans ces cases-là. Voilà, on va vous mettre dans des cases de 10 mètres carrés par 2, à Belabre, et vous allez rester dans vos cases. Et concrètement, c'est quoi votre vie? Parce qu'il n'y a pas d'emploi là-bas. Il n'y a pas d'emploi. Vous allez rester dans vos chambres. Vous aurez une petite pension, mais c'est la prison. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais alors, est-ce qu'ils n'essayent pas d'enrober la chose dans un schéma d'insertion Bah oui, non, mais ça, alors, je pense qu'effectivement, c'est le but recherché. Encore une fois, le but, on le connaît, c'est-à-dire que les campagnes, qu'est-ce que c'est les campagnes de France? Et c'est aussi important de comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce mouvement. C'est récent, depuis quelques années qu'on va loger des migrants en campagne, et je vous dis, ça se multiplie vraiment. Là, on en parle, on a l'impression que la campagne, c'est encore très large. Mais non, je vous le dis, de plus en plus de petits villages, et souvent on ne le dit pas, sont concernés par ce phénomène. Le but, à mon avis, ici, c'est aussi d'effacer la trace de la France historique et millénaire, parce que tout le discours médiatique qu'on entend, mais à l'envi, sur la France est une terre d'immigration, se heurte à la réalité quand on voyage, quand on voyage dans la France périphérique, dans la France profonde, dans la ruralité, dans les villages. D'accord ? Les villages, c'est le témoignage d'une France qui a des milliers d'années et dont la vérité de ce qu'est ce peuple est difficilement effaçable, sauf si on pratique effectivement ce remplacement de population. Parce qu'encore une fois, on a beau nous dire la France est une terre d'immigration, ce discours, il peut marcher un petit peu dans un milieu urbain déraciné. Dans des petits villages, dans ce qui constitue la majorité des territoires français, c'est faux. C'est intégralement faux. Voilà. Il suffit de se balader en France pour le voir et le constater. Donc, il y a aussi une volonté d'effacer cette France-là. Alors, il y a peut-être un autre pan qu'il faudrait explorer, c'est celui des subventions, c'est celui du vivier associatif. Est-ce qu'il y a des associations derrière ces projets ou est-ce que c'est la préfecture qui pilote? Alors, qui pilote? D'où vient l'argent? Vous avez raison. Alors, pour expliquer effectivement un petit peu, c'est-à-dire que j'ai dit le maire a validé l'installation d'un centre de migrants. En réalité, le maire était en discussion depuis, et ça il s'est bien gardé de le dire, depuis quelques années je crois, pour installer ce centre de migrants avec une association. Association qui commence à être un peu connue maintenant, l'association Ville-Thaïs. Cette association, ce n'est pas une petite association de quartier. Elle gère une quinzaine, vingtaine de centres pour migrants. C'est 30 millions de budget. 30 millions d'euros. 30 millions d'euros de budget. 20 millions de subventions publiques, dont 80% de financement d'État, dans ma mémoire, et 20% après des différentes collectivités. Donc c'est du parapublic. Ah mais complètement. Complètement. Et c'est une grosse machine. Cette association a donc bénéficié de la vente par la mairie de cette ancienne chemiserie
et elle va rénover après ce bâtiment pour en faire un centre pour migrants. Au prix de l'immobilier dans le Berry, c'est pas ça qui va affecter les finances de l'association. Ah oui, non mais ça de toute façon, je ne sais pas combien ça a été vendu, mais je connais un peu le prix du mètre carré pour Argenton-sur-Creuse. C'est un peu plus cher, donc on n'est pas très très loin, mais je pense que le prix du mètre carré, ça oscille entre 800 et 1000 euros. Vous voyez un peu, quoi, et je pense qu'on peut tomber même encore plus bas. Donc c'est une bouchée de pain d'acheter là-bas. Donc cette association Viltaïs veut installer un énième centre de migrants là-bas. Le bâtiment a été vendu il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que maintenant on concentre nos attaques aussi sur Viltaïs, qui s'est bien gardé de nous consulter aussi. Et ce qu'on a découvert, en tout cas moi ce que j'ai découvert, c'est que cette association, qui n'est pas une petite association, il y avait quand même un certain nombre de zones d'ombre sur lesquelles on attend des réponses et on ne les a toujours pas. Je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. L'association Viltaïs est une association qui est basée à Moulins. Moulins, c'est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dans l'Allier. Absolument. Et pourquoi je vous mentionne la région Auvergne-Rhône-Alpes? Parce que ce que j'ai découvert, alors qui avait déjà été évoqué par certains de vos confrères, mais j'ai lu le rapport de la Cour des comptes là-dessus, et l'association Viltaïs bénéficie, je vous l'ai dit, de subventions, mais de subventions de régions dont on pourrait s'imaginer que politiquement, ce serait compliqué. Par exemple, la région de M. Laurent Wauquiez finance l'association Viltaïs. Mais ce n'est pas tout. Et ça, si vous voulez, nous, on a interrogé, je vous le dis, je vous l'annonce, il y a à peu près une semaine, on a fait partir un courrier à M. Laurent Wauquiez pour lui demander des explications. Je dis nous, l'association L'Union Bellabresse, donc les Bellabrais qui s'organisent contre l'installation de ce centre pour migrants, puisque M. Wauquiez, candidat prédéclaré à l'élection présidentielle, je comprends, a fait un entretien il y a quelques jours à vos confrères du JDD, et il le dit depuis un certain temps, en s'opposant à la répartition des migrants dans les campagnes. Mais il se trouve que sa région finance, ça c'est factuel, l'association Viltaïs. Alors, j'y arrive. Je n'avais pas de chiffre précis il y a encore quelques semaines, pour une raison simple, c'est que je ne trouvais pas les subventions. La seule subvention que je trouvais, c'était une subvention de 50 000 € à Viltaïs en 2021, si ma mémoire est bonne. Il se trouve qu'après avoir fait un petit travail d'enquête, donc j'ai alerté sur les réseaux sociaux, et Valeurs Actuelles, que je salue au passage, a obtenu un montant, alors je ne sais pas si c'est le montant global, mais il y a au moins ça à minima, des subventions touchées par Viltaïs par la région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis donc 2016. À peu près 800 000 €. 800 000 € de subventions. C'est de l'argent du contribuable. Mais ça correspond à des opérations concrètes dans la région ou... Ça correspond... Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que l'association Viltaïs, elle est à la fois sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et elle est à la fois sur la région Centre-Val de Loire, peut-être même une troisième région. Elle est financée. Donc, elle peut être financée de toute façon par la région Auvergne-Rhône-Alpes, même au-delà, de toute façon, ce n'est pas un problème. Et elle est financée par d'autres collectivités. Et c'est vrai que, moi, juridiquement, c'est tout à fait possible, on peut être financé, ça, c'est pas un problème. Mais politiquement, ça interroge quand même. Je veux dire, si Laurent Wauquiez peut vraiment s'opposer à la répartition des migrants, je ne comprends pas, je n'ai peut-être pas tout compris, qu'il finance ce type d'association. Alors, je sais ce que répond Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, ce qu'il va répondre, il va dire, oui, mais cette association, elle n'a pas que, c'est vrai, elle n'a pas que comme seul objectif la gestion de centres pour migrants. C'est vrai, il y a aussi une activité résiduelle, je crois, le logement, d'habitat. Mais attendez, il n'empêche que... L'habitat social. On peut financer d'autres associations que celle-ci. Parce que cette association, attendez, ce n'est pas juste une association fonctionnelle. Vous savez, au moment où la loi immigration est passée, avant la moulinette du Conseil constitutionnel, cette association Viltaïs, je rappelle, financée par la région de Laurent Wauquiez, fait un communiqué de presse pour s'insurger contre cette loi immigration. J'aimerais bien savoir ce que M. Laurent Wauquiez pense de ça. Par ailleurs, je termine. Une autre information quand même qui est quand même assez lourde de sens sur pour moi le double jeu là-dessus des Républicains. L'association Viltaïs bénéficie de la région, des subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il se trouve que le directeur de l'association Viltaïs est conseiller régional. Donc directeur et pas président. Directeur, pas président. Oui, non, mais faisons bien les choses. Non, mais bien sûr. Mais donc le salarié. Moi, encore une fois, je n'attaque pas juridiquement ici. C'est
Non, 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 Enfin, mais c'est pour ce bien. que je veux dire, c'est Donc, que Laurent Wauquiez aura du mal à ignorer ça. Par ailleurs, ce monsieur qui est directeur qui s'appelle Yannick Lucot, je crois, qui est directeur de Viltaïs, directeur général, est sur la liste de monsieur Laurent Wauquiez aux élections régionales en 2015 et en 2021. Numéro 3, hein, pas numéro 10. D'accord ? Donc j'aimerais bien que M. Laurent Wauquiez s'explique. Moi, ce n'est pas sur un plan juridique que je peux me poser là, encore qu'il y a peut-être des choses à faire, mais c'est sur un plan politique. C'est-à-dire qu'il faut arrêter quand même de se moquer du monde, quoi. Si vraiment on s'oppose à l'immigration massive, à la répartition des migrants dans les campagnes, à l'imposition ici des migrants dans les campagnes, alors stop, M. Wauquiez. On arrête le double jeu, on arrête de financer des associations à hauteur, je le dis, de quasiment 800 000 € depuis 2016. alors, je prolonge. Vous avez quand même soulevé cette affaire depuis maintenant de longs mois. Un an, ça fait un an qu'on en parle, plus d'un an. Voilà. Est-ce que personne de l'association Viltaïs, est-ce que personne n'a essayé de déminer auprès de vous? Parce que si ce que vous dites, et nous avons toute raison de croire ce que vous dites est vrai, ça peut quand même poser un problème politique grave, notamment à Laurent Wauquiez. Comment ça se fait que son cabinet, que personne n'ait réagi? Alors, ils ont réagi il y a à peu près une semaine à l'article de Valeurs Actuelles qui est accablant. Il faut le dire, il est accablant parce que l'article de Valeurs Actuelles, outre le fait de reprendre ce que j'avais dit sur les réseaux sociaux, a avancé quand même des chiffres, quelques autres informations, et notamment ce chiffre de, je crois, 780 000 € depuis 2016. Quelle a été la réponse la réponse... de la région Rhône-Alpes? La réponse de... Alors, je me souviens pas Auvergne. exactement, mais en somme, c'est ce que je vous dis, c'est de dire qu'ils ne financent pas directement ces missions-là, mais bon, ils financent quand même l'association. Je veux dire, faut arrêter de tourner autour du pot, quoi. Donc, je pense qu'ils sont embêtés. Concrètement, ils sont embêtés parce que peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on regarde. Non, mais il peut y avoir. On connaît ces grosses structures que sont les régions, les départements. Il y a des subventions automatiques qui parfois tombent sans que le président du conseil régional soit au courant de l'ensemble des. Je suis bien d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Mais là, quand même, c'est un peu gros. Il est numéro 3 sur sa liste. 2 fois, 2015-2021. Il est conseiller régional donc depuis un certain temps. Enfin, il finance une association dont un de ses conseillers régionaux sur sa liste est le directeur. Enfin, je veux dire, à un moment, s'il ne sait pas... Enfin, je veux dire, là, il y a un vrai problème de compétence à ce moment-là. Il y a un vrai problème de compétence. Donc, à mon avis, il faut que Laurent Wauquiez réagisse vite. Hein, parce que s'il veut être candidat à l'élection présidentielle, moi, je vous le dis, aussi fort que je le pourrais, de la même manière pour les habitants de Belleabre, ça, tant que Viltaïs recevra des subventions de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous interpellerons M. Laurent Wauquiez et nous attendons toujours d'ailleurs ses réponses. Et ce sera un boulet, je le dis, comme d'autres boulets qu'il a sans doute, mais ce sera un énorme boulet qu'on ne manquera pas de lui rappeler. Alors, est-ce que vous envisagez d'autres actions politiques ou d'autres actions juridiques d'ailleurs contre ce projet, et quels vont être les prochains jalons, les prochaines étapes de la mobilisation des Bellabrais? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, donc depuis un an, il faut quand même se rendre compte qu'on a eu 5 à 6, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 6 manifestations à Belleabre. Dans un petit village comme ça, c'est du jamais vu. C'est vraiment du jamais vu. En dehors de ces manifestations, vous avez aussi des réunions publiques, des pots, vous savez, il y a une vie locale, quoi. Une mobilisation. Des mobilisations, mais qui ne sont pas des mobilisations au sens des manifestations. Oui. En tout cas, les gens se rassemblent, les gens se discutent, les gens essaient de s'organiser. Il y a des tracts d'information qui sont distribués quasiment tous les trimestres aux habitants pour les informer là-dessus. Le premier temps du combat, c'était le combat contre l'acte de vente. Là, le maire n'a rien voulu entendre. Écoutez, très bien. Les conclusions seront à tirer aux prochaines élections municipales. Maintenant, la balle est dans le camp de Viltaïs. Donc nous, la stratégie, elle est clairement contre Viltaïs. Donc je l'ai dit, et je leur dis, comme je l'ai dit lors de la dernière mobilisation, si Viltaïs veut s'installer, écoutez, moi je vais vous dire une chose, toutes les collectivités de droite, et il y en a, parce qu'il n'y a pas que la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui financent Viltaïs, on va les interpeller, on va les interroger. Et si Viltaïs ne recule pas, Viltaïs va perdre des Donc points. vous voulez les attaquer au porte-monnaie?
Oui, enfin, on va interpeller les collectivités en disant, bah, écoutez, si vous financez une association comme ça, il va falloir l'assumer publiquement parce que maintenant, le village Bélab, vous savez, Bélab maintenant est un village qui, au niveau national, je pense, est aussi connu que Callac. Callac, où le projet d'ailleurs a reculé. Dans les Côtes d'Armor. Dans les Côtes d'Armor, tout à fait. Donc, Le je lac pense que il ce a village été- va continuer à faire parler. Oui. Là, les prochaines mobilisations... Alors, il y aura d'autres mobilisations, d'autres manifestations. Je les annoncerai et nous les annoncerons sur les réseaux sociaux. Moi, sur mon compte Twitter, aujourd'hui, on dit X. Je pense avant les élections européennes, donc avant juin, on aura une mobilisation. On va vraiment se concentrer. Et alors, est-ce que vous avez reçu des soutiens politiques locaux, régionaux, nationaux? Sur le plan national, sur le plan local, on est soutenu par tous les partis politiques de droite. Je n'ai pas vu LR, étrangement. Mais en tout cas, Reconquête et le Rassemblement national, nous soutiennent. Donc ça, c'est très bien. Effectivement, Le maire a une étiquette? Non, le maire est sans étiquette. Je pense qu'il est plutôt de gauche, mais je ne vais pas lui accoler une étiquette comme ça, de manière arbitraire. Je pense qu'il l'est. Vous n'êtes pas l'ARCOM. Voilà, c'est exactement ça que je pensais, mon cher Jérôme. Oui, ça c'est sur le niveau local et vraiment. Et d'ailleurs, je trouve que je les salue. Je trouve qu'ils ont été, ils ont compris, comment vous dire, que les partis politiques peuvent venir, mais ils n'interviennent pas à la tribune parce que le but, c'est quand même, parce que les 99% des gens qui sont là dans les mobilisations, c'est pas des militants, c'est des habitants du village, d'accord, et des alentours, vraiment des communes aux alentours. Mais l'essentiel, c'est des gens du village. Et je trouve que ce qui intéresse les médias et ce qui donne la spontanéité et la force à ce mouvement, c'est son caractère naturel, son caractère spontané. Donc c'est bien que les partis politiques viennent, mais encore une fois, le but, c'est que ça reste apartisan, au sens des partis politiques. Après, au niveau national, on a effectivement des représentants qui se sont exprimés. Je crois que récemment, Marion Maréchal a fait un tweet là-dessus. Il y en a eu d'autres, évidemment. Donc plus ils sont, mieux c'est, j'ai envie de dire. Par contre, ça, pour l'instant, c'est la doctrine, en tout cas à l'Union Bella-Braise, c'est que l'association reste totalement indépendante et hors des partis politiques. Parce qu'encore une fois, la question migratoire, contrairement à ce que veut nous imposer l'ARCOM et d'autres censeurs de gauche, n'est pas qu'une thématique de droite. C'est une thématique civilisationnelle, culturelle, qui devrait transcender les clivages. Alors, vous disiez qu'il n'y avait pas de débouché professionnel pour ces migrants localement, mais dans le même temps, Gabriel Attal nous explique que les métiers d'ouvriers agricoles, de saisonniers agricoles, vont être considérés comme des métiers en tension et que l'immigration sera simplifiée pour que les agriculteurs puissent y avoir recours. Que pensez-vous de ces propos? Et n'y a-t-il pas parfois une ambiguïté des syndicats agricoles qui, au plan national, vont plutôt s'opposer à cette stratégie et qui, au plan local, vont y avoir recours? Écoutez, je pense que vous avez tout dit. Ce sont les contradictions qu'il faut ici pointer. Moi, encore une fois, politiquement, vous voyez, on parlait de l'ARCOM tout à l'heure, et comment est-ce qu'on se classe politiquement. Moi, je ne me classe pas sur l'axe gauche-droite. Par contre, il y a une certitude, c'est que je ne suis certainement pas libéral. Tout l'inverse, pour dire. Et vous voyez, ici, j'y trouve une parfaite cohérence, parce que la loi du marché voudrait ici qu'on prenne les travailleurs, effectivement, à moindre coût, parce qu'en fait, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on veut régulariser des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes dans le milieu des travailleurs agricoles? On pourrait parler aussi de la restauration, etc. Parce qu'en fait, ces gens sont prêts à travailler à des salaires et dans des conditions dans lesquelles, normalement, personne ne devrait ça, Marx l'a déjà bien expliqué. Mais bien sûr, c'est l'armée de réserve du capital. Voilà. Mais ça, encore une fois, il y a encore quelques libéraux, enfin, de toute façon, ils sont de plus en plus rares, mais qui surtout, quand c'est des gens de notre camp, qui ne comprennent pas la contradiction ontologique ici qu'il y a à être libéral et national. Moi, je suis parfaitement cohérent. C'est-à-dire que je comprends que d'un point de vue économique, ce serait bien, c'est vrai, on va les payer moins cher, ils sont prêts à travailler à des conditions plus favorables, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Et ça, c'est pareil pour les garçons de café ou pour les cuisiniers que vous trouvez à Paris. Dans les cuisines à Paris, regardez, ou dans les grandes villes, vous avez, mais 2 fois sur 3, des gens qui sont des travailleurs étrangers ou d'origine étrangère. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont prêts à travailler à des salaires et dans des conditions, je le dis, qui ne sont pas des conditions acceptables. Pourquoi est-ce qu'on fonctionne comme ça? Alors, il y a des gens qui disent, ça c'est l'argument débile que je n'aime pas, oui, mais les Français, ils ne sont pas prêts à travailler. Non.
Les Français, ils ne sont pas prêts à travailler dans des conditions indignes. Alors, vous augmentez les salaires, ça c'est pour les patrons. Vous baissez les charges, ça c'est pour l'État, et vous verrez, les choses vont changer. Et puis vous mettez un peu de protectionnisme aux frontières, vous arrêtez de faire venir des travailleurs qui sont payés au lance-pierre, et les choses vont changer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Gabriel Attal, quand il annonce la régularisation des travailleurs étrangers, des métiers en tension, il ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est quoi? C'est la mise en concurrence. Et c'est ce qu'ils disent, notamment les agriculteurs de la coordination rurale. Arrêtez de nous donner des aides, arrêtez avec vos normes, mais surtout, arrêtez avec cette concurrence folle qui fait qu'on est obligé de descendre nos prix en permanence. On ne peut pas être en concurrence avec le poulet ukrainien. On ne peut pas. C'est pas compliqué, on ne peut pas. Donc si on nous amène le poulet ukrainien, et d'ailleurs, semble-t-il, il arrive déjà de manière, semble-t-il, un peu illégale, nous, on va vendre à perte et on va mourir. On va mourir, d'accord? Donc ça c'est quoi le problème? Le problème, c'est l'idéologie libre-échangiste. C'est l'idéologie libérale. Et c'est cette idéologie-là qu'il faut casser et détruire absolument si nous voulons nous préserver, nous, en tant que peuple. Parce que les considérations en campagne, de se préserver, de rester ce que nous sommes, ne sont pas des considérations qui sont dans la doxa libérale et qui sont des considérations d'ordre économique, sont des considérations d'ordre culturel. Et elles priment fondamentalement. C'est clair. Bah écoutez, Maître Pierre Gentillet, merci beaucoup. Vous nous avez emmenés très loin en partant de ce charmant village de Belleabre. Oui. Et je le dis parce que j'y suis passé, donc je connais ce petit coin de France. Et je comprends que vous y soyez attaché. Et on ne peut aussi que vous féliciter de prendre un engagement militant, parce que ça prend beaucoup de temps, je pense. Ça prend du temps, oui, ça prend du temps, et en même temps, moi, c'est toujours un plaisir quand je vais là-bas. J'y vais pour les mobilisations, comme j'y vais quand je vais voir ma famille. Mais vous voyez, je me disais ça aussi l'autre jour. Je me disais, bon, moi, je fais de la télévision. Encore une fois, c'est pas un métier. Mon métier, c'est avocat. Bon. Mais il se trouve que voilà, je chronique un petit peu. Mais je me dis, et je me suis toujours dit ça, le capital médiatique, c'est un capital qui est vaporeux. Donc il faut l'utiliser. Et je suis très content de l'utiliser pour ça. Je l'ai utilisé un peu au moment du Covid, pour la question des libertés qui partaient complètement à volo et on disait n'importe quoi. Je suis content d'ailleurs de voir qu'aujourd'hui, accessoirement, si on parlait de restaurer un pass sanitaire, pass vaccinal, 80% des gens que je crois sur le plateau, même 100% aujourd'hui, disent non, c'est de la folie. À l'époque, c'était un peu l'inverse. Et le deuxième sujet sur lequel j'ai combattu et je continue à combattre et à essayer d'alerter, parce que je vois qu'il y a des gens qui me suivent, je vois que sur les réseaux sociaux, je suis un peu suivi. Sur Twitter, j'ai 150 000, 160 000 personnes qui me suivent. C'est que je peux alerter là-dessus et je suis content que ce soit utile pour ça. Voilà, ça c'est utile et ça c'est concret. Je suis content de me mettre au service d'une cause que je considère comme étant juste, profondément juste. Eh bien, merci. Vous remplissez tout à fait votre rôle d'avocat qui est celui de défendre les libertés publiques et les libertés personnelles. Eh bien, écoutez, je l'espère à bientôt sur Omerta. Merci, Jean. Et merci encore d'avoir regardé cette émission.